malgré l'avantage économique que ça nous aurait apporté à l'époque, hein, cette position. Alors, Yves avait aussi le souci des effets redistributifs. C'est pas tout de mettre en place des moyens, des mesures économiques. Et son mémorandum sur l'approche fiscale, le effet de serre, donc en 1994, le montre. Il faut aussi compenser, évidemment. Alors, compenser le fait que pour minimiser efficacement le coût d'un rationnement, parce que ça revient à ça, donc émettre moins de CO2, eh bien, il faut une taxe non récupérable avec un taux progressivement croissant, disait-il. Je cite une note de 91, que je me suis replongée dans les écrits d'Yves, bien sûr. Et cette taxe ayant l'avantage de ne pas perturber les règles du commerce international, mais qui peut être compensée par des réductions d'autres impôts, comme baisse de la TVA, impôt sur le revenu, abaissement des charges sociales, etc. Mais surtout, disait-il, il faut bien se garder de chercher à équilibrer le surcroît de taxes sur l'énergie au sein de chaque secteur industriel, puisque le but du jeu, c'est bien d'avoir des substitutions vers une économie qu'on dit aujourd'hui verte, équitable, qu'on cherche aujourd'hui à rendre verte, équitable et résiliente. Et là, ça veut dire qu'il y a des évolutions à faire, c'est clair. Alors, il n'a pas toujours eu l'écoute de collaboration qu'il recherchait dans les différents ministères avec lesquels il a, à mesure de sa recherche obstinée d'un outil consensuel efficace, je vais dire ça. Il n'a pas toujours eu l'écoute et l'attention que ceci méritait. Alors, il s'est aussi posé du coup ces questions d'efficacité et d'équité pour les quotas, hein, les permis de CO2. Et comme d'habitude, il n'avait pas peur des positions non majoritaires, c'est-à-dire d'être un peu contraire à un discours majoritaire, en disant par exemple qu'il préférait des permis gratuits et moins abondants, pour démarrer évidemment, hein, des permis gratuits et moins abondants que des permis payants et plus nombreux, puisqu'évidemment ça minimise l'effet concurrentiel, mais ça maximise l'incitation à économiser le CO2. Et que, je cite toujours, je ne peux pas résister, les industries à haute intensité énergétique, je cite, veulent aussi négocier leur quota de permis, ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois négocier la souplesse du cadre, la souplesse de l'outil et l'objectif de l'outil. Bon, je n'ai pas pu résister. Pour illustrer la manière dont il raisonnait et jusqu'où il n'avait pas peur d'aller. Évidemment, la question qu'on se pose à chaque fois quand on parle de climat, c'est pas tout de faire ça chez nous. Il faut que tout ça se fasse au niveau international parce que sinon, il y a des problèmes de concurrence entre les entreprises, c'est vrai. Et d'autre part, il y a la question des pays exportateurs d'énergie fossile et comment peut-on régler cela ? La réticence qu'ils peuvent avoir diminué leur marché. Et là aussi, si je cite une note de 91 d'Yves Martin, certains pays exportateurs voient dans la taxe un moyen qu'auraient les pays consommateurs d'accaparer une partie de la rente minière. En fait, les pays producteurs resteront avantagés, mais ils seront amenés à ralentir le rythme d'exploitation de leurs ressources qui, par conséquent, dureront plus longtemps. Donc c'est un avantage pour eux. Et en revanche, certains pays exportateurs mériteront d'être aidés lorsque les coûts de production d'énergie fossile sont très élevés. Alors cette obsession de l'efficacité des mécanismes lui faisait regarder d'un œil extrêmement suspicieux les mécanismes d'IMDP et MOC, donc les mécanismes des développements propres qui consistent à, disons, partager les gains en termes de CO2, en équivalent CO2, donc les gains financiers en termes d'équivalent CO2 d'un investissement fait par les pays riches en général, les pays à quota, les pays qui sont obligés de réduire leurs émissions dans les pays en développement, parce que, disait-il, ce qu'il faut faire en fait, c'est pousser les pays en développement à adopter un mode de développement qui soit économe.
en CO2 et en énergie. Pour ça, deux choses. La première, c'est qu'il faut trois choses. Un, il faut effectivement une aide financière et technique. Mais deux, il ne faut pas que cette aide financière et technique soit en fait destinée à faciliter pour les pays industriels l'atteinte des objectifs. Il faut qu'elle soit gréée pour que les pays en développement entrent dans des modes de production et d'organisation qui soient économes en CO2 et en énergie, ce qui est une position un peu différente. Et là aussi, lien avec la forêt, moins avec l'agriculture, mais avec la forêt, quoique, oui, avec les prairies agricoles aussi, mais surtout avec la forêt, comme vous l'avez vu, il avait identifié que les puits de carbone de type forêt méritaient une approche extrêmement particulière, parce que quand vous avez une forêt, vous n'êtes pas sûr de la voir le lendemain, hein, tempête, incendie, etc. Donc il y a toute la volatilité de la chose, et en revanche, comme il le dit dans le film, il faut stabiliser le CO2 de la forêt, c'est-à-dire ne pas déforester, conserver le carbone du sol, avoir des modes de gestion qui conservent le carbone du sol et qui accentuent la résilience de la forêt. Mais il faut aussi stocker au maximum dans le bâtiment, dans tout ce qui est solide. Alors, pour progresser dans les négociations internationales, Yves avait très peu d'espoir qu'un système type Kyoto puisse s'étendre à un nombre plus important de pays qu'aujourd'hui. En revanche, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait une analyse assez claire de la manière dont il fallait se comporter pour que l'ensemble des pays exportateurs, industrialisés, en développement, et puis les moins avancés, puissent participer de manière cohérente et acceptable à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique. Et je finirai en disant que en pleine crise économique, donc 2008, ce qu'on a pu constater a également renouvelé sa méfiance vis-à-vis de la contrôlabilité d'un marché du CO2. En gros, il écrivait, donc, voilà, que d'une part, on avait vu que le marché du CO2 induisait une instabilité des prix énorme et on ne peut pas demander aux entreprises ni aux États d'investir durablement sur des prix du CO2 qui font du yo-yo. La deuxième chose, c'est que c'est déjà difficile de contrôler des marchés qui sont calés sur des marchandises qui se transportent dans des bateaux du genre pétrole, céréales, etc. Mais alors du CO2 qui se transporte dans rien. Et bon, c'est encore plus compliqué. Et la troisième chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile à l'OMC de discuter de l'intégration d'un coût qui est représenté par une taxe CO2 qui est objectivable dans les comptes des entreprises et donc de négocier un système de protection différente, enfin de protection proportionnée, que d'internaliser un coût de type induit par un marché de permis qui, par conséquent, par définition, fluctue. Alors, entre l'instrument, je compléterai en disant que de la même manière que, donc Yvan Chirel a dit tout à l'heure, de la même manière qu'il regrettait profondément que une certaine façon d'utiliser les agences de l'eau ait abouti plus à des mutualisations de financement qu'à des incitations de changement de comportement. De la même manière, il constatait pour la forêt que la suite des subventions qui étaient effectivement pour essayer d'aider les choses, qui étaient attribuées à différentes étapes, que ce soit les équipements de chauffage, les chaufferies au bois, les TVA, les tarifs d'achat d'électricité, etc. C'est cette succession d'aides sectorisées n'arrivait pas manifestement à l'efficacité qui était souhaitée et donc qu'il était absolument nécessaire de simplifier les choses en retournant à des instruments beaucoup plus
généralistes, de type simple, et simple à comprendre, sinon à mettre en place, on l'a vu récemment. Voilà ce que je voulais dire. C'est avec beaucoup d'émotion que je conclus cette intervention dans l'exercice de toutes mes fonctions essentiellement environnementales, quasiment exclusivement environnementales. Depuis 1989, j'ai rencontré Yves Martin à multiples reprises. Et je pense qu'on peut dire que c'est une personne qui fait honneur à la haute fonction publique, honneur à la France, et également d'une grande richesse humaine, on l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut bien que tout le monde se rende compte de l'importance qu'il a eue dans les modifications des politiques publiques dans notre pays et de l'importance qu'a encore ce qu'il a dit sur un certain nombre d'enjeux, dont celui dont je viens de parler. Je vous remercie. Je voudrais revenir au thème de la forêt qui a été présenté par notre ami Yves avec la passion qui était la sienne dans la vidéo que nous avions fini par arriver à visionner. J'ai mentionné tout à l'heure que j'avais eu l'occasion de présenter un rapport sur les biocarburants devant la section technique du Conseil général des mines. J'avais dit que j'étais d'accord avec Yves Martin. Une fois de plus, il avait eu une vision de l'avenir en contestant vigoureusement la politique qui était menée en faveur des biocarburants à une époque où les dits biocarburants passaient pour la panacée. Il avait vraiment réaffirmé avec force que si on voulait promouvoir la biomasse, le meilleur moyen c'était l'utilisation du bois, l'utilisation thermique de la biomasse. Et vous savez d'ailleurs que la forêt française est la plus grande d'Europe, tout au moins pour la quantité de bois sur pied. C'est une forêt très mal exploitée. Donc la promotion du bois est sans aucun doute une voie d'avenir, même si c'est quelque chose, quand vous le dites, qui paraît ridicule, mais d'ores et déjà aujourd'hui, le bois de chauffage, ça représente à peu près, en valeur thermique, à peu près 10 fois la quantité de toutes les autres énergies dites nouvelles ou renouvelables, en mettant l'éolien, le solaire, etc. réunis. J'en profite aussi pour faire un petit peu de publicité. Donc les Annales des Mines ont consacré un numéro à la forêt française. Yves Martin n'a pas contribué à ce numéro, mais il m'a fait l'amitié de me dire qu'il était tout à fait d'accord avec ce qui était indiqué dans ce numéro. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être participé à la réunion du Club des Annales des Mines, enfin au moins Jacques Maire, notre président, qui a eu lieu d'ailleurs dans cette salle et qui était consacrée à la forêt française et où apparemment tous les participants avaient été... cette réunion a eu lieu il y a, je dirais, 1 an et demi. Et c'est un exemple de plus où les idées d'Yves Martin se sont imposées, parce que ce que je viens d'indiquer sur l'intérêt d'une exploitation accrue de la forêt française semblait être un consensus dans la salle.